Alors aujourd'hui dans Parlons-en, on prend le temps de revenir sur la condamnation en appel hier à 5 ans de prison ferme pour l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. La Cour a confirmé le jugement de première instance malgré les protestations du gouvernement français et de certains de ses comités de soutien. De quoi l'affaire Sansal est-elle le nom? Que dit-elle de l'état des relations entre Paris et Alger? Est-elle d'ailleurs une affaire franco-algérienne? Boualem Sansal peut-il encore être gracié? Si oui, et après? Question posée à mes invités ce matin, Adlène Mohamedi, Karim Yayaoui et Christophe Boisbouvier. Bonjour messieurs, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en, et c'est parti. Bonjour Adlène Mohamedi. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes enseignant à Paris 3 et à l'ERIS, expert associé aux séries Sciences Po. Merci de participer à cette discussion. Karim Yayaoui, vous êtes ici chez vous, grand reporter à France 24, et Christophe Boisbouvier. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Merci d'avoir passé la passerelle pour venir sur ce plateau. Vous êtes bien sûr journaliste à RFI. Du lundi au samedi sur les ondes, le grand invité Afrique. La Cour d'appel d'Alger a donc confirmé hier mardi le verdict de première instance pour Boualem Sansal. 5 ans de prison ferme, notamment pour atteinte, je cite, à l'unité nationale. L'écrivain franco-algérien se voit reprocher dans cette affaire, entre autres choses, ses déclarations en octobre 2024 aux médias français d'extrême droite Frontières, où il estimait que l'Algérie, je cite, avait hérité sous la colonisation française de territoires appartenant jusque-là au Maroc. La fête nationale algérienne aura lieu le 5 juillet prochain, donc dans 3 jours. Est-ce que l'option d'une grâce, à l'heure où l'on se parle, est encore sur la table pour Boualem Sansal, Adlène Mohamedi? Alors, j'ai strictement aucune certitude sur ce point. On en parle souvent. Enfin, c'est une hypothèse qui est plausible, bien sûr. D'ailleurs, c'est l'hypothèse ultime, puisqu'il a été condamné en appel. La condamnation était prévisible. Il reste effectivement l'hypothèse de la grâce. Cette hypothèse dépend en partie, bien sûr, de l'état des relations franco-algériennes, mais l'affaire elle-même, elle est loin de concerner exclusivement ces relations-là, parce qu'on oublie souvent que c'est aussi une affaire algéro-algérienne. Mais cette option-là, bien sûr, elle est sur la table. Karim? Oui, c'est clairement une option qui est évoquée déjà depuis plusieurs mois. On se souvient qu'Emmanuel Macron avait appelé à un geste humanitaire à son homologue Abdelmadjid Tebboune. C'est régulièrement revenu. On a vu aussi un certain nombre de gens qui militent pour la libération de Boualem Sansal se faire plus discret ces derniers jours parce qu'ils ne voulaient pas parasiter cette éventualité. Même Bruno Retailleau, qu'on a vu extrêmement virulent à l'égard de l'Algérie, a expliqué qu'il allait rester prudent, justement. Donc c'est évidemment un espoir, mais c'est vrai qu'on avait même évoqué l'hypothèse que Boualem Sansal soit libéré à la fin du Ramadan pour la fête de l'Aïd. Ça ne s'est pas produit, donc il faut rester extrêmement prudent. Voilà, au-delà des considérations politiques, géopolitiques sur lesquelles on va revenir, Christophe, Boualem Sansal, il a 80 ans, il est malade, il est atteint d'un cancer, il y a quand même aussi une urgence sanitaire, à minima, à lui assurer des conditions de vie décentes. Il y a des petits signes. On essaye de se raccrocher à des petits signes comme celui de son nouvel avocat, Cornu-Gentil, qui a pu se rendre en Algérie, qui a pu assister à l'audience d'hier d'ailleurs, ce qui n'était pas le cas de son précédent avocat, Maître Zimray. Donc c'est peut-être un signe de dégel. En fait, entre Alger et Paris, il y a un yo-yo permanent depuis 1962, et il y a quand même eu, début avril, un premier dégel. Il y a eu un coup de fil entre les présidents Tebboune et Macron. Il y a eu une visite du ministre français Jean-Noël Barrot à Alger, longuement reçue par le président Tebboune. Après, ça s'est durci à nouveau pour toutes les raisons qu'on pourra peut-être évoquer, mais c'est le signe que rien n'est définitif entre Alger et Paris, qu'il ne faut désespérer de rien. Mais il y a eu quand même donc cette confirmation en appel hier. Vous l'évoquiez à l'instant, Karim, Bruno Retailleau, qui a assumé il y a quelques semaines encore, au moment d'un des pics de cette relation en yo-yo, qu'il fallait assumer le rapport de force avec Alger. Très prudent hier matin. Alors c'était avant que le jugement soit confirmé. Le Premier ministre François Bayrou aussi très prudent. On va l'écouter. La situation que Boualem Sansal subit est une situation que tous les Français et le gouvernement français trouvent insupportable, à juste titre. Maintenant qu'il y a eu condamnation, on peut imaginer que des mesures
de grâce, notamment en fonction de la santé de notre compatriote, soit prise. Et je sais, je ne doute pas, et je sais que toutes les instances exécutives, depuis le président de la République jusqu'au gouvernement, agissent en ce sens, de manière que l'humanité triomphe dans une affaire qui est pour les Français insupportable. Alors, je crois que ce que dit François Bayrou à Adèle Mohamedi, ça vous fait un peu tiquer, le fait que le Premier ministre français fasse de cette affaire une affaire française. Oui, c'est prévisible et c'est un peu normal, puisqu'il y a une pression d'une partie de l'opinion publique, ou d'une partie en tout cas de la classe politique française. Donc c'est normal, bien sûr, qu'il soit considéré comme un compatriote et qu'à ce titre, il y ait une solidarité. Il est franco-algérien. Oui, absolument, c'est normal, bien sûr. Ça ne me choque absolument pas, hein, c'est tout à fait normal. Je dis juste que c'est aussi une affaire algéro-algérienne, parce que Boualem Sansal en Algérie, il n'est qu'algérien, hein, tout comme un franco-algérien en France n'est que français. Et ce qui lui arrive en Algérie s'inscrit aussi dans un cadre répressif algérien qui concerne quand même bien d'autres prisonniers dont on parle jamais. Hein. Il y a un poète algérien, par exemple, qui est en prison depuis très longtemps. Personne n'en parle. Hein. Il s'appelle Mohamed Tajadid. Il y en a d'autres. On n'en parle jamais. Donc on se focalise évidemment sur le cas Sansal et Boualem Sansal, pour avoir un peu suivi le compte rendu de son procès en appel, a décidé un peu de jouer la carte du procès de rupture un petit peu inversé. C'est-à-dire qu'il s'adresse directement à l'opinion publique française en contournant un petit peu l'Algérie, la juridiction algérienne. Il s'exprime en français d'ailleurs. Il s'exprime en français. Alors ça, évidemment, pour les journalistes du Figaro, ça a semblé être extraordinaire, mais il est loin d'être le seul. Hein. Quand même, en Algérie, beaucoup de prévenus s'expriment en français. Hein. Parfois, il n'y a pas trop le choix. Mais il s'exprime en français en tant que français. Parce qu'il sait ça, en fait. Dans ses réponses, il dit « Moi, je parle depuis la France, je suis français ». Donc, il s'adresse directement à l'opinion publique française. Ça, c'est un procès de rupture assez singulier, puisqu'en général, le procès de rupture, en général, s'adresse à l'opinion publique à laquelle est adossée la juridiction. Là, il s'adresse à l'opinion publique française directement. Et ça, effectivement, c'est assez intéressant. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que c'est dans un cadre répressif algérien qui concerne aussi d'autres prisonniers en Algérie. Quel écho, précisément, en Algérie? Est-ce qu'il y a cette affaire En fait, il ne s'adresse pas aux Algériens, mais c'est clairement voulu, parce que de toute façon, côté algérien, Boualem Sansal ne va pas recevoir de soutien particulier pour de multiples raisons. Je pense que si Boualem Sansal avait été arrêté dans une affaire de liberté d'expression ou quelque chose de ce genre-là, il y aurait peut-être eu un soutien d'une partie de l'opinion algérienne. Mais sur la question des frontières, il y a une forme d'unanimité, et tout ce qu'on entend venant d'Algérie, c'est que c'est une ligne rouge qui a été franchie, même ceux qui considèrent que Boualem Sansal doit tout de même être libéré. Et ensuite, cette opinion publique algérienne, elle est aussi construite à travers les médias. Et ces dernières années, on ne peut pas parler de pluralité, puisqu'il y a eu un serment de vice assez prononcé. Il y avait plus de pluralité finalement pendant la période où Abdelaziz Bouteflika était au pouvoir, ou alors dans cette période que certains considèrent comme le seul moment véritablement démocratique en Algérie, on va dire à la fin des années 80, au début des années 90. Donc cette opinion, elle est aussi construite par les médias algériens qui sont clairement hostiles à Boualem Sansal. Oui, important, Christophe, de remettre cette affaire Sansal dans le contexte algérien et pas simplement, si j'ose dire, dans le contexte de la crise entre Paris et Alger. Oui, mais il y a tout de même quelque chose qui doit agacer les Algériens, c'est la tournure internationale que l'affaire Sansal a prise. Une des réussites de son comité de soutien, c'est d'avoir mobilisé deux choses, que sont le Parlement européen, qui a voté une résolution en faveur de sa libération. C'était en janvier dernier, tout le monde a voté pour, sauf la France insoumise. Et quelques semaines plus tard, cet appel des grands prix Nobel de littérature, que sont Annie Ernaux, que sont Salman Rushdie, que sont Jean-Marie Leclésio. C'est pas rien quand même, je veux dire, c'est Wole Soyinka, le grand prix Nobel du Nigeria. C'est pas rien que de grandes figures internationales, pas seulement françaises, vous voyez, se mobilisent pour Boualem Sansal. Ça, évidemment... Abdelmajid Tebboune et Ahmed Attaf, le président et le ministre algérien, ils sont sensibles à ça. Est-ce que les autorités algériennes avaient anticipé le retentissement qu'aurait cette affaire au-delà, précisément, comme le disait Christophe, des frontières françaises?
Oui, indéniablement. Je pense qu'ils savaient très bien à quoi s'attendre. Alors je précise quand même que l'appel concernait aussi les autres prisonniers. Là où les comités de soutien en France sont focalisés sur le cas Sansal, l'appel en question a concerné tous les prisonniers d'opinion en Algérie. Mais bien sûr, je pense qu'ils s'y attendaient et ils savaient très bien que ça allait... L'arrestation de Mohamed Sansal, effectivement, s'est inscrite dans le cadre de la brouille franco-algérienne. C'était quelques mois après le début de la crise diplomatique entre les deux pays. Donc bien sûr que les conséquences étaient prévisibles et qu'ils savaient très bien qu'il y aurait un retentissement en France. Un mot encore avant de passer bien sûr au contexte plus large de crise entre Paris et Alger et cette nouvelle arrestation qu'on a appris cette semaine d'un journaliste français. Pour le coup, vous posez la question de l'opposition algérienne, Adlène Mohamedi. Vous dites que dans cette affaire, le pouvoir algérien peut y voir une forme d'opportunité. Quand on parle de Sansal, on ne parle peut-être pas du reste. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, parce que le pouvoir algérien est en train de créer les conditions d'un face-à-face entre lui et une opposition assez marginale, parce que Boualem Sansal n'a jamais été une figure d'opposition en Algérie. Alors bien sûr, je le rappelle, c'est un axiome, on va dire, qui n'a pas sa place en prison, mais de là en faire une figure de l'opposition algérienne, il ne faut pas exagérer, et Boualem Sansal n'a jamais été une figure de l'opposition en Algérie. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, dans les deux cas que vous venez de citer, celui de Sansal et celui du journaliste français, il y a un acteur qui revient à chaque fois, c'est le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui est là encore aussi un acteur tout à fait marginal. Et le pouvoir algérien, effectivement, crée une espèce de face-à-face entre lui-même et l'opposition la plus marginale et la plus caricaturale qui soit, la plus proche d'ailleurs de l'extrême droite française. Et tout cela se fait au détriment, finalement, bien sûr, de celles et ceux qui défendent la démocratie, l'état de droit en Algérie, celles et ceux qui critiquent effectivement le verrouillage de la vie médiatique et politique en Algérie. Et à court terme, c'est une victoire. Alors à long terme, je ne dirais pas que c'est une victoire, parce qu'à long terme, un pays sans débat politique, avec un paysage médiatique et politique verrouillé, c'est quand même des compétences qui se perdent. Donc c'est une toute petite victoire pour le pouvoir algérien, tout comme c'est une toute petite victoire pour l'instant pour l'extrême droite française qui en fait une espèce qui joue le jeu du face-à-face aussi. Et d'ailleurs, au miroir, ici en France, quand on parle de Boualem Sansal, on ne parle pas de l'opposition algérienne. Non, pas du tout, on n'en parle pas du tout. On parle quasi exclusivement de Boualem Sansal, et comme vous l'avez souligné, son comité de soutien n'a jamais élargi la question de Boualem Sansal à l'ensemble des prisonniers qui sont nombreux en Algérie, notamment depuis 2020, puisqu'il y a une loi qui était passée en 2020 qui criminalise tous ceux qui diffuseraient des fausses informations. Alors qu'est-ce qu'une fausse information? Et ça a permis d'arrêter des gens pour un post Facebook ou pour quelque chose de partagé sur les réseaux sociaux. Et donc c'est vrai que cette opposition-là, elle est très très peu évoquée lorsqu'on parle de Boualem Sansal. Sous les radars médiatiques. Alors je voudrais qu'on dise un mot, vous l'avez évoqué à l'instant, de l'un, quand on ne connaît pas nécessairement dans le détail ces deux affaires, de l'un des points communs, ce mouvement indépendantiste de la Kabylie, donc qui est la raison pour laquelle, en tout cas pour laquelle ce journaliste français dont le nom m'échappe, malheureusement, et j'en suis désolée. Christophe Glaise. Voilà, Christophe Glaise, merci beaucoup, journaliste spécialiste de football qui a été arrêté il y a un an, placé en résidence surveillée, puis condamné cette semaine, on l'a appris en début de semaine, à 7 ans de prison pour avoir rencontré le président, enfin le leader de ce mouvement indépendantiste, par ailleurs, un des leaders, par ailleurs président d'un club de foot très populaire en Algérie. Dites-nous, Karim, si vous le voulez bien, qu'est-ce que c'est que ce mouvement et en quoi c'est un poil à gratter Alors, ce mouvement, c'est un mouvement autonomiste, kabyle, qui représente relativement peu de monde. D'ailleurs, la plupart de ses leaders sont plutôt à Paris qu'en Algérie. Alors, la question de la Kabylie a toujours été un élément complexe dans l'histoire de l'Algérie. En fait, il y a eu des soulèvements, notamment en 1981, le printemps berbère, qui était un soulèvement avec des revendications pour la reconnaissance de la culture, de l'identité, de la langue berbère, mais qui n'était pas forcément un mouvement indépendantiste ou autonomiste. Et en 2001, il y a eu ce qu'on a appelé le printemps noir, qui était en quelque sorte 20 ans après, quelque chose du même ordre, où en plus il y avait des revendications économiques et sociales, parce qu'à ce moment-là, l'Algérie n'allait pas très bien. Et c'est vrai que le pouvoir algérien a toujours utilisé cette menace en provenance de Kabylie, et
Et le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie est né un peu sur cette idée-là, sauf qu'en réalité, la volonté d'indépendance est quasiment inexistante. Les Kabyles qui vivent en Algérie, s'ils revendiquent leur identité, s'ils revendiquent leur culture, ne cherchent pas forcément l'autonomie ou l'indépendance. Et à la tête de ce mouvement, il y a un homme qui s'appelle Farhat Mhenni, qui est un ancien chanteur, qui est devenu un homme politique, qui est aussi le fils d'une figure de la lutte pour l'indépendance, et qui est considéré aujourd'hui comme à la tête d'une organisation terroriste depuis 2021. À ce propos, donc à propos de l'arrestation et de la condamnation à 7 ans de prison de Christophe Glaise, donc journaliste français spécialiste de football, écoutez ce qu'en disait Antoine Bernard à ce micro. Il travaille pour le plaidoyer de Reporters sans frontières. Ouais, c'est une signature, cette condamnation à 7 ans de prison. C'est une signature. On n'a pas plus d'explications que ça. Mais à l'évidence, il y a une dimension. Un journaliste sportif français qui se prend 7 ans de prison alors qu'il n'a rien fait, c'est quand même... oui, c'est ça, c'est une signature. Voilà, une signature, Christophe. Alors, il y a deux choses qui lui sont reprochées par les autorités algériennes, qui paraissent en effet franchement bénignes. Hein. La première, c'est d'être entré en Algérie avec un visa de touriste et pas un visa de presse. Le problème, en effet, c'est que pour avoir un visa de presse... qui plus est, quand on est français aujourd'hui, c'est très difficile, voire impossible. Donc il a fait ce que beaucoup de confrères du monde entier font en Algérie. Le deuxième problème, c'est que qu'a-t-il fait? Il a eu des échanges, en effet, avec ce responsable de la JSK de Tizi Ouzou, ce grand club de football de Tizi Ouzou. Qui était le sujet sur lequel il travaillait, en l'occurrence. Pour SoFoot, ouais, le grand journal, le grand hebdomadaire français de football. Et il a eu ces échanges dans les années 2015, c'est-à-dire bien avant 2021, bien avant, comme le disait Karim, le moment où le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAK, a été déclaré organisation terroriste. Bref, ce sont des choses très bénignes pour lesquelles, voire tout à fait nulles, pour lesquelles il prend 7 ans. C'est effarant, quoi. Là, on n'est pas dans une décision de justice, on est dans une décision politique. Adlène Mohamedi, nécessairement, certains ont fait le lien entre ces deux affaires. Y en a-t-il un? Et si oui, de quel ordre? C'est difficile. Alors, les deux liens, effectivement, c'est le contexte des tensions franco-algériennes, c'est indéniable. L'autre lien, c'est... Ce sont des ressortissants français. Ce sont des ressortissants français, mais quand même avec une différence, encore une fois. Boualem Sansal, en Algérie, il est algérien. Là, le journaliste français, en France, il a quand même le droit à une protection consulaire complète. Il est étranger en Algérie. Et les réactions ne sont pas d'ailleurs tout à fait les mêmes au Quai d'Orsay. Mais bien sûr, je ne remets pas en cause ça, ce sont deux ressortissants français aussi. Le lien aussi, bien sûr, c'est le cadre répressif algérien, ça a été rappelé, c'est le caractère un peu comment dire, c'est la dynamique autoritaire en Algérie et c'est l'arsenal juridique mobilisé. Hein, c'est l'article 87 bis du code pénal algérien mobilisé contre Boualem Sansal, utilisé contre beaucoup d'ailleurs de personnalités algériennes, c'est-à-dire une extension du domaine du terrorisme, tout simplement. Et là, en l'occurrence, oui, de façon complètement absurde et tragique, on parle d'apologie du terrorisme. Alors, c'est quand même assez déjà cocasse, parce que l'apologie du terrorisme, c'est censé quand même être public, et l'apologie, par définition, c'est quand même censé susciter quand même des réactions. Là, on a affaire quand même à une apologie particulièrement discrète, puisque personne n'en avait jamais entendu parler. Donc, oui, c'est de l'ordre de l'arbitraire, qui touche malheureusement beaucoup d'Algériens et qui touche bien sûr ce journaliste français qui en pâtit, alors que bien sûr pour des raisons qui sont complètement effectivement éloignées de son activité initiale. Voilà, et le Quai d'Orsay qui a dit, je cite, regretter vivement la condamnation de ce journaliste. Pourquoi vous disiez que la réaction était sensiblement différente? Déjà, c'est évident. Là, on a quand même affaire à une réaction particulièrement prudente, déjà, bien sûr. Et très vite, on a parlé, bien sûr, on n'a pas hésité à parler de protection consulaire, de mobilité, enfin, de choses assez classiques hein, pour des étrangers sur le sol algérien. Mais la réaction était quand même assez prudente. Ça, on ne peut pas le nier. Il n'y a pas eu d'appel à la libération de ce journaliste pour l'instant. Et la discrétion a été absolue pendant des mois et des mois. Et il faut préciser aussi que la perception en Algérie n'est pas
pas la même. C'est pas d'ailleurs la même version des faits qui est relayée notamment en Algérie. En Algérie, on évoque le fait qu'il ait cherché à entrer en contact avec le président du club de la Kabylie, c'est-à-dire pas la JSK, mais il y a un club qui a été créé dans les années 2010, qui est une espèce de club qui serait un club national de la Kabylie. C'est comme si la Bretagne, par exemple, avait son propre club de foot. Et donc, il y avait évidemment un message politique derrière la création de ce club de foot. Et c'est cette version-là qui circule en Algérie. Il est aussi dit qu'il aurait eu des contacts en 2024 également. Et donc, tout ça, c'est-à-dire après 2021. Alors, évidemment, ça ne change rien au fond du problème, mais tout de même, c'est clairement pas la même perception du fait que c'est pas la même version qui est relayée. Voilà pour ces deux affaires, sauf si vous vouliez encore dire un mot, Christophe. Deux affaires qui s'inscrivent donc avec les précautions oratoires que l'on a dites jusque-là dans un contexte de crise ouverte entre Paris et Alger. J'allais dire crise ouverte au moment de la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, mais vous le savez comme moi que l'histoire est bien plus vieille. Mais toutefois, on va faire le rappel de ce qui s'est passé ces derniers mois, une relation en yo-yo, vous le disiez tout à l'heure Christophe, avec Sophie Samaï, et on en reparle juste après. C'est le point de départ de tensions continues entre Paris et Alger. Le Sahara occidental, un territoire quasi désertique que se dispute de longue date l'Algérie via les indépendantistes du Front Polisario sur place et le Maroc. En juillet 2024, Emmanuel Macron soutient un plan d'autonomisation du territoire qui place le Sahara occidental sous souveraineté marocaine, une position qu'il réaffirme devant le Parlement marocain. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Cette décision déclenche la colère de l'Algérie, dont les relations diplomatiques avec le Maroc sont rompues depuis 2021. Immédiatement, Alger demande le retrait de son ambassadeur à Paris et le président Tebboune annule sa visite prévue en France à l'automne. Le 16 novembre, la tension monte d'un cran avec l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, visé pour ses critiques de l'État algérien. Peu de temps après, plusieurs influenceurs algériens sont interpellés en janvier 2025 en France pour avoir appelé à des actes violents, souvent à l'encontre d'opposants au pouvoir algérien. L'un d'entre eux est expulsé vers l'Algérie le 9 janvier, mais renvoyé en France par la suite. Alger dit l'avoir interdit de territoire. Autre sujet de discorde, le sort des OQTF, les obligations de quitter le territoire français, mise en lumière par l'attaque au couteau de Mulhouse le 22 février 2025. L'assaillant est un Algérien sous le coup d'une OQTF que l'Algérie avait refusé à de multiples reprises de reprendre sur son territoire, selon l'exécutif français. Le ministre de l'Intérieur engage alors un bras de fer. Moi, je suis pour ce rapport de force, parce que je vois bien qu'on a des individus dangereux qui devraient être en Algérie et qui sont sur le sol français. Le Premier ministre François Bayrou monte à son tour au créneau, menaçant de suspendre les accords d'Alger qui facilitent l'obtention de visas pour les citoyens algériens. Les rapports semblent enfin s'apaiser après un entretien entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune à la fin du mois de mars. Mais la mésentente repart de plus belle quelques semaines plus tard, avec l'arrestation de 3 Algériens par les autorités françaises, dont un agent consulaire. Les 3 hommes seraient impliqués dans le bref enlèvement 1 an plus tôt de l'influenceur algérien Amir Dezed, ce farouche opposant d'Alger qui a reçu l'asile politique en France. L'Algérie annonce alors l'expulsion de 12 fonctionnaires français en Algérie qui relèvent du ministère de l'Intérieur, ce à quoi Paris réplique en expulsant 12 agents du consulat algérien. Dernier signe de tension en date entre les deux pays, la condamnation le 29 juin dernier du journaliste français Christophe Glaise à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme et possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national. Voilà, merci à Sophie Samaï qui a donc compilé pour cette émission tout ce qui s'est passé en 12 mois. Force est de constater qu'il se passe beaucoup de choses entre la France et l'Algérie depuis notamment l'épisode du Sahara occidental. En août 2022, Emmanuel Macron, on s'en souvient, était allé en Algérie avec quasiment l'intégralité de son gouvernement. On se souvient qu'à l'époque, il avait vanté une relation d'amitié profonde entre Paris et Alger. Si on devait qualifier l'état de l'amitié à l'heure où l'on se parle, quel adjectif choisiriez-vous, Adel Mohamedi ?
Particulièrement conflictuelle, oui, c'est une amitié un peu... on est un peu loin de l'amitié aujourd'hui, effectivement. D'ailleurs, en 2022, la situation politique en Algérie n'était pas si différente, ce qui montre bien que les commentaires sur ce qui se passe en Algérie dépendent... Enfin, les commentaires en France dépendent quand même en grande partie de l'état des relations entre les deux pays, parce que l'arsenal répressif que j'ai évoqué tout à l'heure n'était pas différent en 2022. Oui, la question du Sahara occidental, alors je corrige un tout petit point, le Sahara occidental n'est pas disputé entre l'Algérie et le Maroc. L'Algérie soutient les indépendantistes sahraouis, mais ce n'est pas un territoire disputé entre les deux pays. Petite précision. Et effectivement, l'année dernière, le président Macron a décidé de choisir, de sortir définitivement de l'ambiguïté, parce qu'on savait quand même que la France penchait déjà du côté marocain sur ce point, et a décidé de reconnaître la marocanité. Bon, droit international, ça n'a strictement aucun sens, mais il a reconnu la marocanité du Sahara occidental, ce qui a conduit au rappel de l'ambassadeur algérien. Au moins, les choses étaient claires à partir de ce moment-là. Le problème depuis, c'est qu'on a affaire à une espèce d'hyper-différenciation entre les cas marocains et algériens, à la fois par les acteurs politiques et par les acteurs médiatiques. On voit plein de unes aujourd'hui, de commentaires, on nous explique que d'un côté, le Maroc, c'est la Startup Nation bis, et que l'Algérie, c'est tout ce qu'il faut éviter. J'ai quand même tendance à penser que la situation est un peu plus nuancée, que les deux pays se ressemblent quand même beaucoup en termes d'autoritarisme, il ne faut pas non plus exagérer, que la dynamique autoritaire concerne en réalité toute l'Afrique du Nord. Par exemple, on a eu quelques affaires en Tunisie récemment qui rappellent quand même beaucoup aussi ce qui se passe en Algérie. Ça aussi, il ne faut pas non plus l'oublier. Et sur même les histoires qu'on a évoquées, là, dans ce reportage, la différence entre l'Algérie et le Maroc est une différence mineure. Sur les OQTF, les questions se sont posées exactement dans les mêmes termes avec les deux pays. Donc tout cela est quand même construction communicationnelle pour nous expliquer que d'un côté, tout va bien avec l'un et tout va mal avec l'autre, ce qui n'est pas vrai. La décision de Paris de reconnaître cette marocanité du Sahara occidental ayant été prise il y a un an, est-ce que maintenant que ce cas est scellé, la France, a priori, ne fera pas machine arrière. Comment on se rabiboche, Karim ? Après, certains considèrent que c'est quelque chose de surmontable. L'Espagne a reconnu la marocanité, je ne sais pas si ça existe ce terme qu'on utilise tout le temps, du Sahara occidental. Il y a quelques jours, le Premier ministre espagnol était en Algérie pour rencontrer son homologue algérien. Donc, c'est possible. C'est possible. Après, les relations et l'histoire, c'est pas du tout la même. Mais tout de même, c'était quelque chose éventuellement de surmontable. Mais tout ce qui s'est passé par la suite a grandement compliqué. Parce qu'on a vu qu'il y avait une volonté à un moment de se rabibocher. On a vu Emmanuel Macron parler à Abdelmadjid Tebboune par téléphone, on a vu Jean-Noël Barrot se déplacer en Algérie, et c'est vrai que cette reconnaissance de la version du Maroc sur le Sahara occidental, ça a grandement distendu des liens qui étaient déjà complexes, et c'est vrai que Emmanuel Macron avait été régulièrement pointé comme voulant balayer tout ce qui avait pu séparer les deux pays, notamment à travers des actes mémoriels, mais un certain nombre de ses conseillers, à un moment, ont considéré qu'on allait perdre le Maroc et que l'Algérie, finalement, n'était pas suffisamment réceptive à cette main tendue. Et c'est ce qui a peut-être entraîné cette décision à l'époque. Est-ce que, Christophe, l'histoire entre la France et l'Algérie étant bien connue, alors c'est pas pour citer l'ancien président Bouteflika, mais il disait que les relations entre la France et l'Algérie ne pouvaient être ni bonnes ni mauvaises. Est-ce qu'on n'est pas là dans cette équation de toute façon, ce sera comme ça ? Moi, j'ai l'impression que les Algériens ont raté le coche de 2017, quand le candidat Macron a dénoncé les crimes contre l'humanité commis par la France coloniale en Algérie. C'est-à-dire raté le coche ? Il y avait, avec l'arrivée de Macron à l'Élysée, une fenêtre d'opportunité pour Alger et Paris, pour vraiment faire quelque chose de sérieux. Il y a eu en effet cette visite de 2022 dont vous avez parlé, mais c'est jamais allé au-delà. Abdelmadjid Tebboune n'est jamais venu à Paris, par exemple. Il a failli. Il a failli, mais il n'y est jamais venu. Macron est allé à Alger. Tebboune n'est jamais allé à Paris. Je pense que... Expliquons à ceux qui nous regardent, il
il a été invité, il n'est pas venu ou il n'a pas été invité? Plusieurs fois ont été prévus des VO, des visites officielles d'Abdelmajid Tebboune à Paris. Et puis à chaque fois, il y a eu des reports. Une petite crise diplomatique pour ceci, parce qu'une opposante algérienne avait été exfiltrée par la Tunisie, ce qui avait, avec l'aide sans doute des services français, ce qui avait profondément agacé Alger. Enfin, à chaque fois, il y a toujours eu une raison. Une raison. Mais voilà. Est-ce que le Macron de 2017 est le même que le Macron d'aujourd'hui? On peut se poser la question. C'est une bonne question. Je crois que si Alger avait saisi... Alors Macron a fait aussi des grosses maladresses. Quand il a parlé, par exemple, du fait que l'Algérie n'était pas une nation avant 1830, évidemment, c'était très vexatoire pour Alger. Donc ça aussi, c'est la responsabilité française de ce côté-là. Mais si Alger avait saisi la main tendue par Paris avant 2024, de façon plus évidente, peut-être que Paris n'aurait pas fait ce choix vraiment important. En effet, cette fameuse lettre à Mohamed VI par laquelle Emmanuel Macron dit que le plan d'autonomie marocain pour le Sahara est la seule solution pour l'avenir de ce territoire, oui. Tort partagé Bon, honnêtement, je suis plutôt sceptique face à cette théorie parce que je l'entends souvent. L'Algérie n'a pas été assez réceptive. En fait, je ne sais pas exactement ce qui était attendu de l'Algérie sur ces questions mémorielles, parce qu'on ne nous l'a jamais clairement dit. Qu'est-ce qu'une main en fait, quel était le sens de cette main tendue? Je rappelle qu'en Algérie, la question coloniale est a priori plutôt réglée. Que pendant le Hirak en 2019, les manifestations n'ont jamais porté sur cette question-là. Les manifestations contre le soulèvement populaire n'a pas porté sur cette question-là. Et que ce qui importe aux Algériens, c'est la vérité historique. C'est justement ne pas se faire insulter à longueur de journée à coup de les heures glorieuses de la colonisation, comme l'a fait le ministre de l'Intérieur, ou effectivement les propos plus que maladroits d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, ces propos maladroits n'ont pas gêné tant que ça, puisqu'il a tenu ses propos quelques mois avant sa visite officielle de 2022, en réalité. Il les avait tenus en octobre 2021. Il a quand même été accueilli en 2022. Donc, cette question mémorielle, elle est quand même très souvent utilisée pour dire, bon, on a tout essayé avec les Algériens, ils n'ont rien voulu comprendre, rien voulu entendre. Comment dire, d'abord, la question coloniale, c'est pas une question anodine ou une question marginale pour les Algériens. C'est quand même une question qui touche quand même souvent quand même les familles dans leur chair et dans leur histoire. Ce qui importe, c'est la vérité historique. Et on a bien vu avec la polémique autour des propos de M. Apathy à quel point la vérité historique en France, tout le monde visiblement n'y adhère pas. Donc ça aussi, c'est un problème. Et enfin, je ne pense pas que ce soit le facteur principal de la décision d'Emmanuel Macron. Moi, je pense qu'il l'a fait pour deux raisons essentielles. Il l'a fait d'un côté pour céder au lobbying marocain. Il faut pas non plus oublier que les Marocains ont fait du lobbying pendant des mois et des mois et des mois, des années et des années. Et ce lobbying a fini par payer. Il y avait une valse de visites ministérielles avant cette lettre. Donc presque, en fait, même je pense que même les Algériens n'étaient pas en réalité étonnés au moment de cette fameuse lettre lors de la fête du trône. Et par ailleurs, je pense qu'ils l'ont fait aussi parce qu'ils pensaient que le pouvoir algérien allait finir par avaler cette couleuvre, parce qu'ils ont considéré qu'à l'échelle régionale, le pouvoir algérien était relativement vulnérable et qu'il allait finir par avaler cette couleuvre. Et de fait, je pense effectivement qu'avec le temps, cette question-là aurait pu être surmontable. Bien sûr, se sont ajoutées aujourd'hui d'autres questions. Mais effectivement, cette ritournelle selon laquelle à chaque fois, on a tout donné avec les Algériens, ils n'ont rien voulu entendre, j'ai jamais compris en fait le contenu exact de ce qu'on a donné et de ce qu'il fallait accepter, vraiment. Oui, sachant que le propos de Christophe Wabouvier était un peu plus nuancé que dire on a tout non, mais je ne parle pas de ce propos non, aujourd'hui. Mais pour ajouter... je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Ahmed, sur le fait que tout est centré sur la mémoire. Il y a un autre point sur lequel il y a un vrai désaccord entre Alger et Paris, c'est la langue française. C'est-à-dire qu'il y a à Paris la volonté de défendre la francophonie dans le monde, et notamment en Algérie. Et il y a à Alger, depuis très longtemps, mais plus encore depuis quelques années, la volonté d'éradiquer la langue française de l'enseignement, de l'éducation, de l'université. Et ce mouvement continue, même après la visite d'Emmanuel Macron de 2022. Karim ?
Oui, c'est vrai que la langue française a de moins en moins de place. On parle même de plus en plus d'utiliser l'anglais, qui prend une place plus importante. Mais l'arabisation, c'est quelque chose qui date quasiment de l'après-indépendance. Donc, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement nouveau. Disait Adelaide Mohamédi à l'instant. Sur le volet historique, je pense que côté algérien, on a eu le sentiment parfois d'être un peu manipulé et que la ficelle était un peu grosse. Notamment lorsque Emmanuel Macron, juste après avoir reconnu la marocanité du Sahara occidental, admet que l'armée française était impliquée dans la mort d'une des figures de la révolution algérienne qui s'appelle Larbi Ben Mhidi. Là, les Algériens se sont dit, il se moque de nous. Il se moque de nous. D'un côté, il reconnaît la marocanité du Sahara occidental et il nous donne cette espèce de miette. C'était lu en même temps C'était quasiment en même temps. Donc c'était une perception où on avait le sentiment qu'on était un peu mené en bateau côté algérien. Une fois qu'on a dit tout ça, est-ce que c'est insurmontable question qui reste ouverte? Qui a intérêt aujourd'hui à attiser les braises d'un côté comme de l'autre de la Méditerranée? Ou qui aurait intérêt à ce que les braises soient éteintes? Alors, côté algérien, on a quand même affaire à un pouvoir cryptocratique. Donc, identifier les décideurs ultimes sur tel ou tel dossier est toujours très, très compliqué. Hein. On sait jamais quel pôle a le dernier mot sur tel ou tel dossier. Et ça, c'est un point qui est toujours important aussi à prendre en compte. Mais effectivement, visiblement, ceux qui gèrent aujourd'hui ce dossier-là jouent le rapport de force. Hein. C'est-à-dire que répondent finalement à ce qu'a dit monsieur Retailleau. Ils jouent complètement ce jeu-là. Et côté français, on a quand même une droite et une extrême droite qui se saisit bien sûr du dossier algérien pour jouer aussi cette carte-là. Parce que finalement, quand on regarde la droite française aujourd'hui, en termes de discours de fermeté en politique étrangère, la droite française n'a strictement rien à dire sur rien. C'est-à-dire que, sur les États-Unis, ils sont très très prudents. Sur Israël, ils sont complètement alignés. Sur la Russie, ils sont pusillanimés. Mais quand il s'agit de l'Algérie, d'un seul coup, ils se découvrent fermes. Donc c'est pratique pour eux, l'Algérie, sur ce point de vue. Et comme je le disais, oui, côté algérien, on joue le jeu du face-à-face avec ce qu'il y a de plus caricatural en réalité dans son opposition, au détriment, bien sûr, de celles et ceux qui ont vraiment des choses à dire. Sur une ligne de crête, Christophe, car ni l'Algérie ni la France, en termes de sécurité, en termes économiques, n'ont intérêt à aller au bout de la rupture. Il y a pas, pour l'instant d'ailleurs, il n'y a pas de rupture des relations diplomatiques. C'est-à-dire qu'on s'envoie à la figure des rappels d'ambassadeurs, des expulsions d'agents, de fonctionnaires algériens qui sont en France et de fonctionnaires français qui sont en Algérie, mais on franchit pas le Rubicon. Mais on ne va pas jusque-là, on ne va pas jusqu'à la rupture. On n'y est jamais allé, à ma connaissance, depuis 1962. D'abord parce que vous pouvez dire n'importe quoi, les relations franco-algériennes ou algéro-françaises, comme vous voulez, sont parmi les plus intimes qui existent dans le monde. Enfin, vu le nombre d'Algériens qui existent, qui vivent en France aujourd'hui, le nombre de franco-algériens. C'est la plus importante communauté étrangère de France. Bien sûr, bien sûr. Enfin, c'est une histoire d'amour, en fait, entre l'Algérie et la France depuis toujours, quoi. Donc, et combien douloureuse, hein, bien sûr. Donc ça, c'est la première chose. Donc rompre, qui va prendre la responsabilité de rompre une telle relation historique? Et puis, je pense que économiquement, l'Algérie n'a pas intérêt à rompre avec la France parce que la France est un élément important de l'Union européenne et que l'Algérie demande une réforme de l'accord économique et commercial qu'elle a conclu avec l'Union européenne il y a quelques années et que pour ça, il faut l'accord de Paris. Hein. Et évidemment, la France n'a pas non plus intérêt à rompre avec l'Algérie. La France fait le calcul que, à tort ou à raison, j'en sais rien, parce que je suis d'accord avec Ahmed, il y a un vrai problème. Adelaide, pardon. Avec Adelaide, pardon, excusez-moi. Il y a un vrai problème de rivalité droite-gauche actuellement en France. Mais il y a quand même une réalité, c'est que la percée diplomatique du Maroc sur la question du Sahara occidental, elle est patente. 2020, les États-Unis, puis ensuite l'Espagne, puis ensuite la France, puis ensuite la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, c'est tout récent, c'est il y a 2 mois. Or, c'est seulement la France qui paye pour les 4. Hein. Il n'y a que la France qui est punie, en quelque sorte, d'avoir fait ce geste en faveur du Maroc contre l'Algérie. Donc la France se dit pourquoi on est puni, nous, et pas les 3 autres. Hein. Bon, quand on voit les relations, l'histoire n'est pas la même. Voilà. Donc, a priori, les Français se disent ça va finir par passer. Mais c'est vrai qu'il y a cette rivalité Macron-Retailleau
Macron est pour un geste vers Alger, Retailleau est contre. On a le sentiment que François Bayrou et Jean-Noël Barrot voient passer les trains et que le vrai match, actuellement à Paris, c'est entre Emmanuel Macron et Bruno Retailleau sur la question algérienne. Pour reprendre la métaphore du couple, du vieux couple né sur les braises d'une histoire extraordinairement douloureuse, effectivement, on sent qu'il y a énormément de dossiers, mais qu'on ne va pas jusqu'à la séparation. On ne va pas jusqu'à la séparation, même au niveau économique, les relations continuent. Rodolphe Saadé, qui est un grand patron, était à Alger le 2 juin dernier. Donc le business continue, avec évidemment une inquiétude du côté des patrons qui voient d'un très mauvais œil cette crise qui dure depuis très longtemps. C'est la plus longue crise par sa durée et son intensité quasiment depuis 1962. Mais pour l'instant, les relations économiques continuent. Et c'est vrai qu'il y a un affrontement entre deux lignes, entre ceux qui veulent jouer la carte de la diplomatie, Jean-Noël Barrot, et Bruno Retailleau, qui est clairement identifié en Algérie comme le véritable ennemi. Les médias algériens, très régulièrement, lorsqu'ils parlent des difficultés qu'il y a avec la France, parlent de Bruno Retailleau, et même ils expliquent qu'ils n'ont pas forcément de problème avec d'autres partis, ou en tout cas le reste du spectre politique. Ils ont tressé des lauriers à des hommes politiques de droite, mais Bruno Retailleau est devenu l'incarnation du problème entre la France et l'Algérie depuis maintenant des mois. Faut-il le rappeler, loin de ces considérations politiques, la relation entre les deux peuples, entre les Français et les Algériens, est une bonne relation. Les choses se passent bien. Ce sont deux pays, deux nations qui, à la différence de celle de leurs dirigeants, de leurs responsables politiques, entretiennent de bons rapports. Oui, bien sûr. D'ailleurs, pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure sur la langue française, la langue française est quand même loin de disparaître en Algérie. On l'enseigne dès la primaire. On l'enseigne. Il y a eu beaucoup de petites polémiques d'ailleurs dans les médias français sur ce point. Mais bon, effectivement, on tend à la remplacer parfois par l'anglais. Mais bon, j'ai envie de dire que c'est quand même une affaire intérieure algérienne. Ça ne regarde pas quand même M. Retailleau. Mais oui, je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de sentiment. Non, il n'y a pas de ressentiment anti-français. Si vous baladez demain à Alger, personne ne vous manifestera la moindre hostilité. Donc les relations entre les peuples sont là, les relations entre les sociétés se poursuivent. Il y a des interactions, il y a aussi des liens interpersonnels, il y a aussi quand même des familles concernées par cette relation. Mais juste pour rebondir quand même sur ce qui a été dit, c'était quand même déjà étrange de laisser un ministre de l'Intérieur s'occuper du dossier franco-algérien. La dernière fois qu'on avait vu ça, c'était quand même sous la cohabitation avec Balladur à Matignon et Pasqua à l'intérieur, mais c'était pour des raisons exclusivement sécuritaires. Là, c'est absolument pas le cas. Donc ça, effectivement, ça a choqué. Et j'ai envie de dire, plus fondamentalement, il ne faut pas oublier aussi un point, c'est qu'on a affaire, vous l'avez dit, à deux régimes politiques qui sont nés d'un même événement, de la guerre d'Algérie, je veux dire la Ve République comme le pouvoir algérien, et deux systèmes politiques, toutes proportions gardées, qui sont aujourd'hui en crise. Alors des crises différentes certes, mais qui sont en crise. Alors ce choc entre ces deux vulnérabilités donne, je pense, la crise à laquelle on assiste. Il ne faut pas oublier aussi un autre point, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même une France qui peine à dire quelque chose sur la scène internationale. Et ça gêne. Alors, vous parliez de la société algérienne. Bon, il y a 20 ans, moi j'étais jeune lycéen à Alger. Je peux vous dire que quand Dominique de Villepin arrivait à Alger, les jeunes lycéens autour de moi étaient plutôt contents de l'écouter parce qu'ils se disaient « Waouh, c'est quand même un diplomate intéressant ». Aujourd'hui, la France n'a strictement rien à dire sur ces questions. Ouais, pour le coup, les prises de position de Dominique de Villepin, j'imagine, sur le Proche-Orient notamment, doivent bien sûr, oui, résonner, mais plus fondamentalement, aujourd'hui, quand vous écoutez les discours français qui s'alignent sur l'arbitraire en termes de droit international, sur les autres questions, on finit par être inaudible. On se dit, mais comment on peut défendre l'arbitraire sur un dossier, puis d'un seul coup nous parler d'état de droit sur un autre? Ça pose problème aussi. Inaudible, Christophe, la France aujourd'hui en Algérie? La politique arabe de la France est en crise, oui, c'est vrai, à cause notamment de la situation à Gaza. Et c'est vrai que ça touche beaucoup. Les Algériens suivent ça de très près. Et c'est vrai que, vous savez, par exemple, les Algériens, FLN comme opinion publique, ont toujours été beaucoup plus pour la droite française que pour la gauche française depuis l'indépendance. Parce qu'ils n'ont pas oublié que c'est De Gaulle qui leur a accordé cette signature de l'accord d'Évian. Et que le gaullisme, pour les Algériens, c'est une vraie valeur. C'est une valeur politique importante, la politique arabe, le discours de
de De Gaulle à la conférence de presse de 1967 sur Israël. Tout ça, c'est dans la mémoire algérienne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le discours plus confus des Français sur la situation au Moyen-Orient, il crée une crise aussi de compréhension entre Alger et Paris. Karim, pour conclure. Oui, d'ailleurs, Dominique de Villepin, on vient d'en parler, l'a bien compris. Il était en Algérie il n'y a pas si longtemps pour aller donner une interview à une chaîne algérienne. Donc c'est vrai que ce discours un peu brouillon de ces dernières années, avec un espace politique complètement éclaté, une droite qui a finalement plusieurs lignes, entre Retailleau, entre Laurent Wauquiez, etc. Aujourd'hui, finalement, il y a pas de ligne claire et d'ailleurs la politique, on va dire la vision internationale de la France